Le tarif, le maximum, hein. Pas terrible. Allons-y là-bas. Est-ce que vous pouvez poser votre sac? Oui, alors juste une petite minute de silence. Donc le temps pour moi de vous remercier d'être venus aussi nombreux. Ça fait toujours plaisir quand on est à plusieurs. Et vous n'entendez pas. Oui. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je disais qu'on est toujours plus heureux à plusieurs. Et pour débuter, donner le top départ de cette cérémonie inaugurale, on commencera par, j'allais dire, la coupure du ruban. Peut-être être un peu redondant sur certains aspects avec ce qu'a dit monsieur Hilton, monsieur Carlton. Je comprends parce que c'est des chaînes d'hôtels, alors Hilton et Carlton, c'est un peu compliqué. Tout ça pour vous dire, il a dit aussi l'histoire de cet espace. Hein, moi j'y tiens beaucoup, je suis très attaché à cet établissement. C'était mon quartier, j'habitais juste à côté, et c'était mon terrain de jeu quand j'étais jeune, jusqu'aux années 70. Et j'y suis attaché aussi parce que mon père, qui était secrétaire général de la mairie, était en même temps directeur de la maison de retraite. Il faisait 2 journées dans une, et ça a été le premier directeur de cet établissement. Et souvent j'y suis venu, et j'y pense, c'est tout à l'heure, avec ma mère, pour préparer les cadeaux de Noël et faire tous les emballages. Et donc j'y suis très attaché, au cœur de ce quartier. Et donc c'est une histoire familiale aussi pour moi, jusqu'en 1976, où j'ai quitté un peu la commune. Donc cette histoire se continue aujourd'hui, puisque 20 ans après, moi je suis président du conseil d'administration depuis 1996, et alors que j'étais adjoint au maire, le maire, mon prédécesseur Gurval Coléo, souhaitant passer la main, me lui ai dit tiens, si tu veux, prends cet établissement. Donc j'étais pas venu le voir, je l'avais vu il y a quelques années avant, et je me suis dit, quand je suis venu le voir, il y a quand même quelque chose à faire, parce que les conditions d'accueil étaient un peu particulières. Donc depuis 1996, monsieur Carlton l'a dit tout de suite, c'est la 2e extension rénovation, puisque en 2001-2002 on a conduit déjà une première rénovation, une restructuration importante. Alors à l'époque sous l'égide de madame Bourmeau qui avait commencé la démarche, et puis ensuite je salue monsieur Barbet ici, qui a conduit cette rénovation en 2002, qui était indispensable, je le disais à l'instant, à la fois pour les résidents, pour les personnels et pour l'image de cet établissement, qui était de mon point de vue un peu terni et qui depuis s'est largement rehaussé. Donc je crois qu'on peut être fiers les uns et les autres avec le conseil d'administration, avec humilité, de ce qui a pu être fait, sachant que la réputation de nos établissements, elle ne se fait pas uniquement par les murs, elle se fait aussi pas que par l'enveloppe, mais par ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe, et donc par les personnels ici qui y travaillent, par la qualité de leur intervention et qui font au quotidien de tous les résidents que nous accueillons. Et je me rappelle que dans la deuxième partie des années 2000, il y a eu une progression importante des effectifs qu'on avait réussi à glaner auprès des autorités de tutelle. Donc cette deuxième rénovation a été un peu longue. On y a travaillé du coup avec Franck Hilton, qui est là, le directeur qui précédait monsieur Carlton. Un peu difficile parce qu'il fallait solliciter nos différents partenaires, mais à force d'obstination, on est arrivé au résultat d'aujourd'hui, sachant que c'était difficile, et dans les 2 cas, sur les deux rénovations que nous avons conduites, enfin moi depuis que je suis président, il fallait conjuguer les travaux plus le maintien de l'activité de l'établissement, et c'était pas évident. Alors sur cette deuxième rénovation, juste un petit historique, parce qu'il faut le dire aussi, ici nous étions sur un terrain qui appartenait à monsieur et madame Leroux, qui habite juste derrière, et qui, au moment du décès de monsieur Leroux, nous ont proposé cette acquisition, que nous avons acquis à l'époque, je crois que c'est à hauteur de 100 000 €. On s'est posé la question de ne pas démolir ou de démolir la maison du docteur Robert. Finalement, on a opté pour la démolir parce que, comme vous voyez, tout l'établissement est très linéaire.
et ça aurait augmenté encore les distances et la fonctionnalité de l'établissement. Et pour les personnels, c'était un peu compliqué. Donc il fallait faire une rupture un peu perpendiculaire, de façon à ce que vous ayez l'établissement que vous avez aujourd'hui. C'était à la fois plus pratique et plus intéressant pour tout le monde. Donc chantier en 2 étapes, l'a dit monsieur Carleton, l'unité pour personnes désorientées pour faire court, la cuisine et le pôle santé. Donc il n'a pas parlé de chiffres, moi je vais en parler un petit peu. Donc c'est un investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros, avec 2 subventions intéressantes pour 27% du coût total, une de la Caisse nationale de solidarité, la CNSA, et une autre du département. Et donc on a recouru pour le reste à l'emprunt. Les subventions, c'est important, parce que plus on a de subventions, moins on a d'autofinancement à fournir. Et donc moins ça pèse sur les résidents, puisque tout ça s'est répercuté sur le loyer. Donc Marie-Hélène se fera l'intermédiaire auprès du président du conseil départemental, François Goulard, pour le remercier. Je remercie aussi la CNSA. On avait obtenu une subvention, mais on avait prévu des délais de réalisation. On n'était pas dans les délais. Il a fallu se battre pour que ces subventions ne soient pas transférées sur une autre structure. Et je dois remercier quelqu'un qui est un de mes amis, qui est un des directeurs de la CNSA, qui s'appelle Xavier Dupont, qui a tenu bon pour qu'on bénéficie de cette subvention, qui était quand même autour de 530 000 euros de mémoire. Et donc c'est pas négligeable. Les résultats concrets que vous voyez aujourd'hui, c'est plus de chambre double, c'est une nouvelle cuisine que vous avez vue tout à l'heure, pour certains d'entre vous, une nouvelle unité pour personnes désorientées totalement sécurisée, plus d'espace vert, plus de parking, etc. Donc l'établissement aujourd'hui c'est 75 lits, 65 lits d'hébergement, dont 13 unités pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, 4 lits d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de jour. On voulait consolider cet aspect parce que c'est important, l'accueil de jour, l'accueil temporaire, pour soulager les familles qui des fois sont épuisées dans le cadre de la prise en charge de leurs proches, et puis aussi pour s'apprivoiser ou apprivoiser un peu la structure avant et éventuellement d'y venir définitivement. Donc les objectifs poursuivis, ils étaient d'abord, et la première cible, c'était les résidents, qui sont au cœur de ce projet, pour leur mieux-être, pour un confort de vie pour eux, pour une meilleure prise en charge, et pour un quotidien dans la sérénité et la sécurité. Les personnels, les professionnels, pour leur proposer de meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de travail possibles, un cadre de travail agréable, fonctionnel, qui génère un état d'esprit. Et si l'état d'esprit est positif, on regarde les conditions de travail, ça rejaillit, comme tout le monde le sait, sur les prises en charge, et ça permet d'être au sommet de la bientraitance des personnes que nous accueillons, les familles aussi, pour qu'elles sentent et ressentent le bon fonctionnement de l'établissement lors de leur visite, au travers des observations qu'elles font ou qu'elles recueillent. Et le mot-clé, enfin pour moi, ici, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque entre les familles et les intervenants ici, parce que c'est un univers familial, souvent le dernier. Monsieur le directeur le disait tout de suite, on a, j'allais dire un turnover, c'est pas le mot, mais des mouvements de mobilité ici qui est lié en fait à la vieillesse et se libère des places, malheureusement, quand les personnes disparaissent. Et aussi pour confier, pour que les familles, quand ils mettent leurs ascendants ici, en résidence, ils aient une tranquillité d'esprit, une sécurité, parce que souvent, elles culpabilisent de se séparer de leurs proches, et le fait d'avoir des équipes ici de qualité, ça leur permet de dépasser ce sentiment parfois de culpabilité. Alors je crois que on peut dire aujourd'hui que cet établissement est connu et reconnu et réputé. Donc c'est grâce aux investissements qui ont été réalisés, c'est grâce aussi à l'intervention des uns et des autres, conseil d'administration, personnel, professionnel à l'intérieur de l'établissement, et tous les professionnels aussi qui interviennent de l'extérieur. Pour conclure, je voudrais adresser donc un remerciement chaleureux à tous les acteurs de cette réalisation. On disait tout à l'heure, le rythme en général, c'est de faire une rénovation tous les 15 ans, tous les 20 ans. C'est ce qui s'est passé ici, 70, enfin 90, 2000, 2001, 2002, et puis maintenant en 2027. Donc merci aussi en 2017, je me projette déjà en 2027. Merci à l'architecte et à tous les coordonnateurs et corps de métier qui sont intervenus. Merci aussi aux résidents et à leurs familles pour leur compréhension et leur patience. Monsieur Carleton l'a dit pendant tous les travaux. Merci aussi
aux voisins du quartier pour les désagréments qu'ils ont pu subir pendant tout le déroulement du chantier. On a l'avantage ici d'avoir un EHPAD qui est au cœur du centre-ville, ce qui permet la meilleure intégration possible vis-à-vis de la population qui habite à côté, pas loin du groupe scolaire, pas loin du centre social, et c'est aussi très très important. Merci à tous nos financeurs, je l'ai dit tout à l'heure. Merci aussi à vous tous d'être là ce matin. Naturellement, je l'ai dit un peu, j'associe l'ensemble du personnel qui s'est inscrit dans ce projet, dans des conditions parfois de travail difficiles pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, mais pour un mieux et un plus dans le futur. Alors je crois que ce dont je suis sûr, et ça va être mes derniers mots, c'est que sans doute il y aura une rénovation encore dans 15 ans. Je suis sûr que je ne serai pas là dans 15 ans pour vous parler, parce que je ne serai sans doute plus maire, mais peut-être que je serai de l'autre côté, puisque ici c'est une unité intergénérationnelle, et on prépare aussi cette structure pour les résidents qui seront accueillis ici demain. Longue vie et pleine. Notre président François Goulard n'a pu se libérer, mais il m'a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations et je ne manquerai pas, Jean-Luc, de remonter tes remerciements. Le conseil départemental joue un rôle important de coordination de l'action sociale et médico-sociale en partenariat avec les acteurs du territoire. Et je salue d'ailleurs le directeur adjoint de l'hôpital de Pleurmel présent avec nous ce matin, qui montre aussi que tout ce travail, c'est un travail de partenariat et que plus on se connaît et plus on travaille ensemble, et mieux aussi on vit chez nous. En lien avec l'agence régionale de santé, l'ARS, qui autorise la création de places, le département finance la construction et ou la rénovation d'établissements d'hébergement et de structures d'accueil spécialisées. Pour le projet qui nous rassemble, le département a apporté une aide globale d'un peu plus de 824 000 €. C'est le premier poste de dépense du département en fonctionnement. Ce budget consacré aux personnes âgées en 2017 s'élève à 98,8 millions d'euros. Donc vous voyez, ça n'est pas une mince affaire, j'ai envie de dire. Conformément aux objectifs de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, donc ça c'est le député plutôt, cette fin d'année 2017 verra l'adoption pour nous du prochain schéma de l'autonomie, qui traduira le sens de la politique départementale en faveur notamment des seniors, mais aussi des personnes en situation de handicap. Offrir un accueil de qualité lorsque l'entourage ne peut malheureusement plus faire face ou lorsqu'il est absent est une préoccupation et un engagement fort du département. Comment pourrait-il en être autrement en effet, alors que nous sommes tous conscients que le vieillissement et la question de la dépendance sont devenus des enjeux majeurs de notre société. En 2060, un Français sur 3 aura plus de 60 ans et le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans aura plus que triplé pour atteindre les 5 millions. Si l'allongement de l'espérance de vie est une chance, le bien vieillir est surtout un défi pour notre système sanitaire et social et par conséquent pour nos collectivités. Compte tenu des budgets extrêmement importants nécessaires à la réalisation des EHPAD, les choix sont souvent faits en direction de mise aux normes ou de réhabilitation de structures existantes. Mais ceci ne doit pas cacher le manque de place évident dont souffre notre territoire. Je sais qu'il y a eu un article dans Ouest France hier aussi qui évoque un peu les choses. Le département du Morbihan mène une politique plurielle en faveur d'autonomie des personnes âgées. Il favorise des actions de prévention, de maintien du lien social, d'accompagnement des aidants. Il finance la maison départementale de l'autonomie et les espaces autonomie seniors, ces lieux d'information et d'orientation pour accompagner au mieux les familles dans leur démarche. Je tiens bien sûr à saluer tous les acteurs qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à redonner cette énième jeunesse à cette résidence du docteur Robert. Je dis cela parce que je sais qu'elle a beaucoup évolué depuis 1970, c'est mon année de naissance. Et je sais, Jean-Luc, pour l'avoir vu à tes côtés, tout l'investissement et tout ce qui te tient à cœur. Je sais que cette maison te tient effectivement à cœur. Tu nous l'as raconté, tu as vécu ici enfant. Et c'est vrai que tu en parles souvent, ce qui dénote et qui démontre clairement tout ton attachement à ce lieu. Donc vous avez tous travaillé ici afin d'offrir des locaux accueillants pour que les familles accompagnent. Ainsi que, comme on l'a rappelé, le social et les compétences du département, c'est ce qui a été voté dans la loi NOTRe, que j'ai voté d'ailleurs. Et donc, compétence partagée, parce qu'on a pu vous le dire, il y a d'un côté l'ARS, effectivement, donc qui dépend directement du ministère de la Santé, et le département qui finance. Donc il y a parfois des discussions entre les deux.
Alors j'ai été saisi moi aussi des difficultés de trouver des établissements, parce qu'on a bien vu que vous aviez un établissement plein à 99%, ça va être difficile de faire beaucoup mieux, forcément. Et j'ai visité de nombreux établissements de ce type dans la circonscription, c'est-à-dire sur Moron, Josselin, Malétroit, Questembert, et il faut bien dire qu'on est à peu près à 97 ou 98% de remplissage, donc c'est pas possible de faire mieux. Donc effectivement, et j'ai écrit à l'ARS justement pour lui signaler que nous étions particulièrement en tension et que... Alors j'attends sa réponse pour me dire pourquoi est-ce que finalement entre ce que je peux constater sur le terrain et certainement la réponse, peut-être qu'on ne sera pas forcément d'accord sur l'analyse, mais on verra bien. Mais j'espère avoir une réponse assez rapidement quand même. Et on a posé la question du vieillissement de la population. Alors nous vieillissons de plus en plus, donc forcément c'est positif, hein, puisque ça permet d'avoir maintenant non plus 3 générations, mais 4. Donc de voir que l'arrière-grand-mère peut voir ses petits-enfants. Donc c'est quelque chose qui est relativement récent, et c'est très positif. Maintenant, effectivement, ça demande un accompagnement. Et cet accompagnement, forcément, c'est le système social. Alors je rappelle, parce que certains l'oublient parfois, on a pu voir que les impôts que vous payez, par exemple, au département ou à la commune, parce que on voit bien aussi que la cheville ouvrière, quelque part, là, ça a quand même été la municipalité, eh bien, ces impôts sont bien utilisés, d'une part. Ça permet aussi de rappeler quel est notre système social. Parce que quand on parle, par exemple, des charges dans les entreprises, effectivement, ça pèse sur les entreprises, on est bien d'accord. Mais ce sont des cotisations sociales. Donc qui permettent effectivement de payer la retraite, qui permettent de payer les gens quand ils sont en maladie et qui permettent de payer les soins. Donc ça, il faut le savoir. Alors nous sommes dans un système effectivement où on va commencer à changer un petit peu ce système-là, puisque les cotisations sociales qui reposent essentiellement aujourd'hui sur le travail vont passer sur les revenus. D'où l'augmentation de la CSG. Voilà, mais pour libérer le travail. Et je crois que c'était quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à faire en France, parce que c'est un pays qui change, mais très lentement, puisque le premier qui a inventé la CSG, c'était Michel Rocard. Donc il y a plus d'une vingtaine d'années, et vous voyez le temps que l'on met à pouvoir finalement changer les choses, parce que mettre les cotisations sociales sur le travail, forcément, quand on est dans une concurrence internationale, on sait très bien que notre industrie et une partie de notre industrie agroalimentaire également est en concurrence internationale, et bien dans ces cas-là, effectivement, c'est comme si on partait déjà avec des boulets aux pieds. Donc, nécessité de modifier notre changement, notre système, mais en gardant évidemment la protection sociale. Voilà, et c'est évidemment à ça que je m'emploierai dans mon mandat de député. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long.